Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui Échafaudage, squelette et patron de couturière, essai sur la littérature à contrainte au Québec, qui sort tout juste aux presses de l'Université de Montréal. Je vais commencer par aborder le titre de mon ouvrage, parce que bon, ça peut être un peu déstabilisant ou intriguant, en fait, cette énumération. En fait, ce sont trois synonymes de la contrainte. La contrainte dans le domaine littéraire, donc la contrainte d'écriture. Je vais revenir un petit peu sur ce que ça signifie exactement une contrainte d'écriture, mais ce sont les oulipiens, certains oulipiens qui ont qualifié la contrainte parfois comme étant un échafaudage, parfois comme un squelette, parfois comme un patron de couturière. Ce qui veut dire, autrement dit, que mon livre aurait très bien pu s'intituler Contrainte, contrainte et contrainte, mais bon, vous conviendrez que c'est un peu plat comme titre et répétitif. Qu'est-ce qu'une contrainte? En fait, on peut résumer la chose assez simplement en disant que la contrainte, c'est une règle d'écriture qu'un auteur va se donner au préalable en vue de l'écriture d'un texte. Donc, ces contraintes peuvent être très diverses, touchent la langue, certains aspects de la langue, des éléments du récit. Donc, c'est vraiment une règle qu'on conserve tout le long de l'écriture de son texte. C'est l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui, en 1960, a été fondé et qui est, je dirais, le promoteur où la contrainte est le fer de lance du groupe Oulipo. Ces écrivains, soit Raymond Queneau, par exemple, Georges Perec ou encore Hervé Letellier, cette année qui a gagné le concours pour l'Anomalie, font tous partie de l'Oulipo, ou en ont fait partie puisque plusieurs sont décédés, et travaillent dans l'esprit de la contrainte, c'est-à-dire qu'ils vont produire des œuvres, des poèmes, des pièces de théâtre, des romans sous contrainte. Et ce qui est intéressant, c'est le présupposé qui est derrière le travail de l'Oulipo, c'est-à-dire que l'Oulipo ne se considère pas comme une avant-garde. Où ce seraient les premiers à inventer ce type d'écriture. Au contraire, ils s'inscrivent dans une tradition que l'on peut remonter très loin, par exemple jusqu'aux grands rhétoriqueurs au tournant du 15e siècle, ces poètes de la cour qui écrivaient selon des contraintes. Alors, ce présupposé que la contrainte existe à toutes les époques, dans tout lieu, dans toutes les langues. Donc, ce présupposé a servi de tremplin pour l'écriture de mon livre, de point de départ à ma recherche postdoctorale, en fait. Donc, c'est une recherche postdoctorale que j'ai entreprise et qui a finalement abouti à mon livre. Je me suis demandé, est-ce qu'au Québec, on a des auteurs à contrainte? Est-ce qu'on écrit soit dans l'histoire, est-ce qu'on a un moment dans l'histoire littéraire québécoise ou encore aujourd'hui, de manière plus actuelle, contemporaine, des auteurs qui adoptent cette pratique d'écriture? Donc, voilà la grande question que je me suis posée et qui a servi de guide pour ma recherche. C'était un pari risqué. C'est un pari risqué parce qu'on a de la difficulté à concevoir au Québec ou que le Québec puisse être adepte ou partisan de cette écriture, puisque les problématiques qui traversent la littérature sont assez éloignées. On a, je dirais, on est plutôt occupé à se définir, à se construire, à se distinguer. Les thématiques tournent autour de l'identité du peuple, la poésie du pays, par exemple, ou des identités individuelles, l'autofiction, la littérature migrante. Donc, toutes des problématiques, des thématiques qui sont finalement très éloignées du travail contraint des Oulipiens, par exemple. Alors, c'est un pari risqué parce qu'on a déjà l'impression que le Québec n'est pas du tout intéressé à ce genre de pratique d'écriture. Parallèlement à cette difficulté, il y a celle de
trouver quelque chose, puisque le pari était risqué. Est-ce que je vais trouver des auteurs à contrainte? Est-ce que je vais trouver des œuvres contraintes? Je partais de zéro. Dans la critique littéraire québécoise, on ne fait jamais mention des contraintes d'écriture. On ne parle jamais de la littérature dans ce sens, de la littérature québécoise dans ce sens-là. Alors, je partais de zéro. Ce qui veut dire que le livre est d'abord et avant tout une archive, puisqu'il consigne une centaine, j'ai recensé une centaine d'œuvres en bibliographie, donc ce qui fait une espèce de répertoire des textes à contrainte. Certains ont été publiés en 1910 et d'autres en 2019, donc ça couvre un spectre assez large, un laps de temps assez large, assez grand. Alors, archives, premièrement, et c'est donc au hasard des rencontres, au fil de mes recherches, que j'ai pu faire cette recension. Cela dit, je ne voulais pas produire un livre qui ne serait qu'un répertoire. C'est un premier pas, c'est une base, donc on peut consulter ce livre de cette façon-là, comme un répertoire, mais j'avais envie de regrouper en sphères ou en ce que j'appelle des points d'ancrage, ces textes à contrainte pour faire ressortir des enjeux, pour pouvoir analyser, faire communiquer les œuvres entre elles et donc avoir une perspective plus large, plus en surplomb par rapport à la littérature à contrainte au Québec. Alors, à partir du corpus, j'ai cerné 3 points d'ancrage, la pataphysique, le formalisme et les machines qui m'ont donc permis d'établir des connexions. Sans doute que cette perspective théorique a ses défauts, puisque je ne creuse pas la poétique d'un auteur particulier, donc je ne vais pas dans le détail dans toute l'œuvre d'un auteur, mais je vais vraiment, je fais des ponts entre les œuvres pataphysiques, les œuvres construites par des machines, etc. Et c'est ce que me permet cette perspective théorique plus large, donc d'aborder des enjeux qui touchent spécifiquement la littérature à contrainte, mais aussi la littérature de manière plus large. Donc, à chacun des chapitres, chacun des points d'ancrage, j'ai abordé un enjeu. J'ai fait ressortir un enjeu, soit l'alliance du rire et de la science pour la pataphysique, le féminisme pour le formalisme et la potentialité pour les machines. Je vais y aller assez rondement pour chacun des chapitres. Je vais essayer de faire ressortir les points les plus saillants, les plus importants de cette recherche. Alors, premièrement, la pataphysique et l'alliance du rire et de la science. Dans ce chapitre, vous apprendrez peut-être l'existence de l'Académie québécoise de pataphysique, qui avait jusqu'à tout récemment à sa tête Lynn McMurray. Lynn McMurray, qui est une artiste, écrivaine, pataphysique, qui a peint d'ailleurs la toile Jidouiogramme numéro 5, dont ici le cercle est un détail de cette toile. Je l'en remercie d'ailleurs. Déjà, je trouve que ça donne un peu de couleur et un peu de piquant à ce livre. Alors, Lynn McMurray, présidente de l'AQP, Raoul Duguay, Jean-François Chassé, Paul Zumthor, ce sont des auteurs qui ont fait partie ou font partie de l'Académie québécoise de pataphysique. Je mets en parallèle ces auteurs avec je dirais, la figure la plus emblématique de la pataphysique, c'est-à-dire Ubu. Ubu, figure emblématique, oui, inventée par Alfred Jarry, mais qui donne aussi son nom à une compagnie de création de théâtre ici, Ubu, compagnie de création de Denis Marleau. Marleau a monté 2 fois plutôt qu'une Oulipo Show. Alors, je propose dans mon livre une analyse très détaillée de cette Oulipo Show. Et je fais ressortir donc les contraintes, donc tous ces auteurs pataphysiques, je fais ressortir les contraintes, mais je fais aussi ressortir l'alliance du rire et de la science, mais en termes soit de représentation dans les œuvres, soit dans la réception critique aussi. Souvent, c'est Mathieu Bellil qui en parle dans son livre sur le roman comique, sur le rire. On va cerner seulement l'aspect scientifique ou bien l'aspect un peu rigolo, l'humour de ces œuvres, alors que c'est bien clair que ces 2 tendances
doivent être abordés de manière imbriquée. L'un ne va pas sans l'autre. On peut difficilement parler de pataphysique et d'œuvres oulipiennes uniquement en se limitant à soit l'aspect scientifique, soit l'aspect drôle de ces œuvres. Alors moi, je mets vraiment l'accent sur cette alliance, comment elle s'articule finalement pour chacun de ces auteurs. Deuxième chapitre, formalisme et féminisme. L'histoire littéraire va circonscrire un seul épisode formaliste au Québec qui aura duré environ 10 ans, de 1965 à 1975. Cet épisode est porté par les revues comme La Barre du Jour et La Nouvelle Barre du Jour. Dans ce chapitre, moi, je propose d'élargir notre conception du formalisme en littérature québécoise en incluant un épisode au début du 20e siècle qui est, lui, porté par les écrivains exotiques qui sont associés au Nigog, aussi Guy Delahaye, Simone Routier, des poètes qui vont encore là pratiquer une certaine forme d'écriture à contrainte, mais sans nécessairement le mentionner comme tel, utiliser le terme contrainte pour en parler, mais un souci de la forme qui me permet de faire des ponts donc avec l'épisode formaliste plus, disons, consensuel de 1965 à 75 et un troisième épisode qui tourne autour des années 2000, porté cette fois par la maison d'édition Le Cartanier, où les auteurs plus contemporains vont, encore une fois, porter une attention particulière au traitement de la forme dans leurs textes. Et donc, j'analyse un peu la forme liste et aussi les pastiches, l'intertextualité, comme des formes relevant de pratiques littéraires à contrainte. L'enjeu du féminisme est au cœur de ce chapitre. J'explore cet enjeu-là un peu comme une boule à facettes. Pour moi, le féminisme n'est pas quelque chose de monolithique. Hein. C'est comme une boule à facettes qu'on peut voir de différentes façons. J'observe la représentation sexiste des femmes dans les œuvres à contrainte. J'analyse aussi les attaques directes et misogynes de certains auteurs. J'aborde aussi, je pose les bases de... En fait, je pose la question, est-ce qu'on peut qualifier certaines contraintes comme étant sexistes? Dans La disparition de Georges Perec, on élimine la lettre E, mais la lettre E, c'est la marque du féminin. Est-ce qu'on peut considérer ce travail comme étant un peu... qu'on met de côté l'aspect féminin aussi? Est-ce que ce n'est pas plutôt un relent de la contrainte? Bref, je pose la question du sexisme de certaines contraintes, du fait aussi qu'écrire à contrainte, c'est un métier d'homme. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui écrivent à contrainte. Je n'ai pas de réponse à savoir pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes, mais ce que j'ai remarqué par contre, et c'est ça une des grandes découvertes de mon livre, et je suis assez contente d'avoir fait ressortir cette découverte, c'est que les féministes comme Louki Bersianic, comme Nicole Brossard, et qui ont usé des contraintes déjà, l'ont fait comme de manière transgressive, de manière à transgresser, à subvertir le langage, les formules traditionnelles, patriarcales de la langue, de la littérature, eh bien, elles vont user de la contrainte comme un outil de transgression pour s'éloigner quelque peu de ce langage patriarcal et donc traditionnel, la symbolique traditionnelle de la littérature. Voilà, donc les femmes au Québec écrivent peu à contrainte, mais celles qui écrivent à contrainte le font dans une optique de subversion, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la contrainte comme un outil de transgression. Troisièmement, les machines, la potentialité. Dans ce chapitre, toutes les œuvres analysées ont été conçues avec une machine. Que la machine a été source de l'œuvre, qu'elle a été le moyen pour échafauder l'œuvre ou la fin, donc qui se retrouve comme une œuvre numérique, par exemple. Et voilà les trois
en trois parties les trois divisions de ce chapitre. Et par machine, bon, évidemment, il y a l'ordinateur et le numérique, mais j'inclus aussi le train, le fax et même la moissonneuse-batteuse. Donc, énorme machine pour construire des textes un peu singuliers. Steve Savage, Anne Archet, par exemple, se sont servis des réseaux sociaux, des moteurs de recherche pour alimenter le contenu de leurs livres. Jean-Yves Fréchette, il a utilisé les équipements du laboureur pour son agrotexte et la regrettée Régine Robin va proposer un site Internet à contrainte. Et ce chapitre m'a amené à creuser la question de la potentialité. Potentiel, c'est le terme au cœur du nom du groupe de l'Oulipo. La potentialité, il me semble qu'on traite souvent la potentialité comme un synonyme de virtualité, ce qui existe en puissance, ce qui pourrait être, mais qui n'est pas concrètement présent. Évidemment, avec les œuvres bâti au moyen d'une machine, tout ça, l'idée du virtuel, elle est très, très présente. Mais ce qui est remarquable, c'est que les œuvres à contrainte écrites en compagnie ou en fonction, en utilisant des machines, sont souvent collectives. C'est rarement une personne seule ou enfin seule avec la machine. Donc déjà, on a une réunion, l'union de l'être et la machine. Et souvent aussi, on a des textes collectifs avec plusieurs auteurs, des œuvres écrites à plusieurs mains. Ce qui m'amène à la conclusion dans ce chapitre que la potentialité peut aussi se percevoir et s'analyser en termes de force, de puissance. Ce qui fonctionne ici, le potentiel de ces œuvres-là, c'est l'huile de coude, c'est la collaboration, c'est être ensemble, c'est ce qui permet vraiment à l'œuvre d'émerger et d'exister. Une œuvre toute seule, une personne seule n'aurait pas été en mesure de concevoir les œuvres que j'aborde dans ce chapitre. Voilà, je vais conclure. Ce livre va révéler un aspect méconnu de la littérature québécoise que l'on croit à tort, mon livre en est la preuve, donc peu encline à se soumettre au genre d'exercice qu'exige la littérature à contrainte, l'écriture à contrainte. J'espère par ce livre vous faire des découvertes de nouveaux auteurs, mais aussi de revoir avec des yeux neufs des auteurs qu'on connaît déjà. Nicole Brossard, Raoul Duguay, ce sont des auteurs qu'on a souvent étudiés, mais jamais dans l'optique de la contrainte, et ça révèle beaucoup de choses, une certaine richesse dans leurs œuvres de cette façon-là. Et puis, oui, la découverte, la redécouverte, mais j'aimerais surtout qu'on retienne une chose, c'est j'aimerais que mon livre serve à alimenter une réflexion importante, une réflexion sur le mythe de l'écrivain inspiré, une espèce de créateur qui pond des œuvres comme la poule pond des œufs. Eh bien, il me semble que l'écriture à contrainte et au Québec montre que l'écrivain est un travailleur acharné, un professionnel de la construction ou bien une couturière bien minutieuse.